Bonjour à tous et bienvenue sur Showtime. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Lucas Nico. Comment ça va, Lucas? En forme, je prends le mic, c'est comme ça que ça se fait. Ça, tu drops the mic et tu le prends. Écoute, ça se passe bien, petite soirée là entre potes, j'ai l'impression, un petit showtime, c'est l'esprit, c'est ça. Erwan. Exactement, c'est ça, t'as tout compris. Bon, Lucas, on va commencer par ton CV parce qu'il est un peu lourd, même un peu très lourd. J'ai l'impression, à seulement 27 ans, tu es présentateur, intervieweur, streamer, youtubeur, speaker, voix off à la NB aussi, mais aussi monteur, vlogueur, cadreur. Tu bosses actuellement pour France 3 Région, aussi pour la Betclic Elite, mais tu couvres aussi également le basket féminin avec Sport en France. En plus de ça, tu nous fais également le 3-3 l'été quand il y a des matchs. Tu vis une vie un peu à 200 à l'heure, j'ai l'impression. On essaye, t'as tout bon sauf l'âge, 28 ans. Ah, Tu m'as rajeuni, mais c'est cool. Je crois que c'est le propre de ce métier aujourd'hui qui veut ça. Et quand on est passionné, de toute façon, on a envie de bosser, on a envie de travailler, on a envie de faire le job pour. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut savoir un peu tout faire. Quand on sort d'une école de journalisme, on a eu des bonnes bases de plein de choses et c'est l'occasion de le montrer sur le marché du travail. Et c'est ce qui te permet de te démarquer des autres. Donc oui, passionné de basket, donc passionné de basket 3-3, de basket féminin, de basket masculin. Et c'est vrai que ça fait des grosses semaines chargées avec plein de travaux différents. Mais c'est ce qui me plaît, c'est une semaine à 200%. on a l'impression que tu t'arrêtes jamais en fait. En vrai, c'est dur de s'arrêter. En vrai, c'est dur de s'arrêter parce que même quand tu pars en vacances, même quand tu t'arrêtes, quand tu as un peu moins de travail, tu as envie de suivre les matchs, tu as envie d'aller voir les matchs. Moi, le week-end dernier, tu vois, pour une fois, j'allais pas sur un déplacement avec France 3, mais j'ai pas pu m'empêcher d'aller voir un match du Paris Basketball contre Nanterre parce que tu as envie de connaître l'ambiance, tu as envie de suivre les histoires et tu as envie de pas perdre le fil, hein, tout simplement. On raconte du sport, donc il faut savoir aussi bien le suivre quand t'es pas là. D'ailleurs, cette passion du basket, tu l'as eu très tôt, si je m'abuse. Et est-ce que, d'ailleurs, tu as tout de suite voulu te partir sur le journalisme? Est-ce que tu as voulu tout de suite allier tes deux passions, journalisme et basket? C'est quelque chose, un credo que tu as suivi toute ta scolarité, j'imagine, pour arriver à ce goal ultime de commenter des matchs aujourd'hui? Le basket, c'est vrai que c'était au moment où je me suis lancé pour de vrai et réellement dans ce métier, c'est vrai que j'étais vraiment déjà basket. Mais avant que je me lance dans les études de journalisme et avant que je sois vraiment dans ce milieu-là, j'ai toujours été passionné par le sport, donc je voulais être journaliste sportif. Moi, j'ai commencé par suivre le foot avant le basket. Et depuis que je suis en école primaire, en école primaire, collège, début collège, avant que je connaisse le basket, je voulais être commentateur de foot. Donc moi, mes premières expériences derrière un faux micro, c'est un faux micro devant la console des potes, à commenter du PES, du FIFA, et puis du FIFA Street aussi un petit peu. C'était un peu le jeu qui était à la mode avec nous, FIFA Street 1 et 2. Et derrière, le basket arrive et tu te dis, je crois que je me souviens, j'avais fait ce qu'on appelle un forum des métiers et j'avais dit à une dame qui, je pense, mettait en valeur de son école, je lui avais dit, moi, je veux être commentateur de foot. Elle m'a dit, ah, le foot, tu sais, c'est bien d'avoir un autre sport, etc. Et je lui ai dit, j'ai aussi le basket et je pense que je me spécialiserai dedans. Et c'est vrai que sur le marché du travail, même s'il y a beaucoup d'opportunités dans le foot, c'est bien aussi de se démarquer de d'autres personnes. Et quand tu es en école, beaucoup de personnes veulent faire du foot. D'ailleurs, à part ces deux sports-là, est-ce qu'il y en a un autre qui t'attire pour le moment? Tous les sports m'attirent. J'ai eu l'occasion d'en commenter sur Sport en France des différents, pas forcément des classiques. J'ai fait un petit peu de tir à l'arc, j'ai fait des sports un peu olympiques. Tu vois, j'ai fait du breakdance aussi, du break qui est assez fun. Mais tous les sports m'attirent. C'est vrai qu'après, j'ai plus de connaissances dans le basket, dans le foot et un peu dans le rugby. Donc, pour moi, en tout cas, commenter un sport, il faut vraiment le connaître un peu sur le bout des doigts. Et donc, évidemment, tu vois, quand j'ai commencé le breakdance, je me suis fait des heures et des heures de breakdance, de trucs un peu obscurs, des trucs des tournois qui avaient eu lieu sur des événements étrangers, etc. Et ouais, j'ai à cœur, à chaque fois que je commente un nouveau sport, de vraiment apprendre de A à Z la discipline et d'essayer de tout connaître le plus possible. Ouais, justement, tu penses peut-être avec le basket être arrivé je dirais au bon moment. Un moment, le basket était peut-être peu médiatisé, du moins en France. Il y avait peu de médias qui passaient des matchs. Et toi, tu es arrivé avec ta chaîne YouTube dans un premier temps. Et est-ce que, du coup, pour te démarquer du foot qui était omniprésent,
Est-ce qu'au final, le basket dans ces années-là était le sport à prendre? Parce qu'on voit que le basket aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus médiatisé, les gens en parlent plus, les gens suivent plus, donc ça devient en fait le foot d'hier, j'imagine. Un peu. Ouais, c'est intéressant. Le truc, c'est qu'au moment où j'ai lancé ma chaîne YouTube, je pense qu'il y avait de la place pour n'importe qui parce qu'il n'y avait pas de sport. Tu vois. On est en 2013 quand je lance ma chaîne et il n'y avait que des humoristes. Tu avais Norman, tu avais Cyprien, tu avais Mister V, etc. Et je me suis fait la réflexion à cette époque-là il faut qu'on prenne notre place. Nous, les jeunes, tu vois, on a aussi notre capacité à raconter des histoires différentes que forcément de l'humour. Et moi, ma cam, c'était le sport. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'ai fait le choix du basket parce que c'était mon sport de rêve et j'étais fan de NBA, et donc je voulais raconter le basket américain. Mais à l'époque, franchement, il n'y avait pas Trash Talk, il n'y avait pas First Team sur YouTube. Je pense qu'ils y étaient peut-être sur Dailymotion et encore. Peut-être le Upcast en 2013, possible. En tout cas, c'était ce créneau où Trash Talk se lançait mais n'existait pas sur YouTube. Et peut-être qu'il y avait les gars de First Team à l'époque. Mais vraiment, je pense qu'il y avait de la place pour tout le monde et j'aurais lancé un média foot. Je pense que ça aurait peut-être marché, quoi. Toi qui traites en ce moment le basket français, qu'est-ce qui t'attire dans le basket français à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui te dit que c'est un vrai phénomène qui est en train de se développer, par exemple? Comme disait Erwan, je pense qu'on a eu un tournant là, du basket français ces derniers temps avec l'émergence de chaînes publiques qui diffusent de plus en plus, type la chaîne L'Équipe, type Sport en France, type la LNB TV, qui montre que le basket en clair existe et a sa place aujourd'hui en complément de Bein et de L'Équipe. Mais je pense qu'il y a un espèce de melting pot, un espèce d'ensemble entre l'intérêt sportif, avec des gros joueurs qui reviennent dans le championnat et des locomotives comme l'Asvel, comme Monaco, qui poussent le championnat à progresser. Et je pense qu'ils progressent depuis plusieurs années maintenant. Plus une diffusion qui est plus accessible, plus visible, avec toujours ces talents français qui émergent et c'est une réalité aujourd'hui. Hein. On a les plus gros talents des jeunes générations et c'est pas fini. Il y en a d'autres qui toquent à la porte. Donc je pense que c'est tout un ensemble de choses qui fait que le basket français progresse et a encore une belle carte à jouer. Ouais. Et justement, du coup, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, pour vraiment parler basket, quel est ton regard sur la fin de saison de la Betclic Elite? On voit notamment un gros début de saison de Monaco, et avec l'Asvel qui a eu du mal, avec beaucoup de blessés notamment, qui a eu du mal à se trouver. Et on a vu une Leaders Cup totalement à l'inverse, avec l'Asvel qui a montré que c'était une équipe de grand rendez-vous, une équipe qui savait performer sur les matchs, et une équipe de Monaco qui, à contrario, a peut-être pris les matchs un peu à la légère, ou du moins est arrivé avec de moins fortes ambitions, du moins des ambitions moins fortes que celles de l'Asvel. Donc, est-ce que tu penses que les cartes sont rebattues pour cette fin de saison ou... C'est chaud parce que c'est vrai qu'au début de la saison, on se disait ça y est, l'Asvel est un peu fébrile, ils perdent des matchs dans plein de villes de France, tout le monde voulait battre l'Asvel qui était 3 fois championne de France en titre. On se disait que Monaco avait fait un recrutement de dingue et du coup était leader et favori légitime. Mais là, j'ai l'impression, c'est un peu comme dans le football, à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne, ça l'expression. L'Asvel, à chaque fois qu'ils ont un gros match à jouer, ils le gagnent et ils vont au bout, ils gagnent la Leaders Cup, ils sont qualifiés en finale de Coupe de France, ils vont devoir défendre un titre et potentiellement faire un truc qui n'a jamais été fait dans l'histoire, gagner 4 titres de suite. Donc moi, je me méfie parce que pour moi, sur le papier, Monaco reste favori parce qu'ils ont les meilleurs joueurs pour moi et peut-être la meilleure équipe sur le papier. Mais si Mike James revient, ça jouera. Mais le truc, c'est qu'avec Monaco, je me méfie des fins de saison. L'année dernière, pour moi, ils devaient gagner, mais le club ne l'a pas pris au sérieux, ce rendez-vous. Il y avait apparemment, de ce qu'on a entendu, des joueurs qui étaient prêts à partir en vacances. C'était plutôt trop dans l'esprit sportif. Et à l'Asvel, ça pardonne pas. Hein. On veut gagner des titres. Est-ce que tu penses justement que Monaco est une équipe trop taillée Euroleague et n'est pas assez tournée vers le championnat de France en fait? Pour les deux clubs, ils rêvent de l'Euroleague. Du coup, les deux clubs rêvent d'aller loin et misent énormément dessus. Tu vois, quand je fais des interviews avec Nando De Colo ou Yves Ponce, je suis censé leur parler de Betclic Elite, mais dans la bouche, c'est Euroleague, tu vois, c'est évident. C'est comme quand tu joues la Ligue des Champions en foot, tu parles de ça, donc c'est l'objectif. Mais je pense que oui, Monaco aujourd'hui est, de par son classement, est une équipe qui est quasiment un cadre de l'Europe cette année.
et donc a forcément l'ambition d'aller au bout. Et aujourd'hui, dans la tête des joueurs, évidemment, le championnat, même s'il le domine plutôt bien, c'est en deuxième choix, évidemment. Donc tant qu'ils ne sont pas allés au bout de cette aventure Euroleague, je pense que le club de Monaco n'est pas encore dans l'idée d'aller chercher un titre de champion de France. Donc ça va évoluer, on va voir en fonction de la saison. Il y a une finale de Coupe de France à jouer entre les deux clubs. Ça nous donnera un petit aperçu de vraiment l'ambition. Et surtout, je pense que Monaco doit gagner au moins un titre cette année parce qu'ils ils ont un record en termes de salaire, de masse salariale, de tout ce qu'on veut. Et à un moment, il va falloir ramasser un trophée, au moins une Coupe de France, au moins un titre de champion de France ou une Euroleague. Au moins 1 sur 3, quoi. Au minimum. C'est ça. On a vu que du côté du basket féminin, maintenant on va parler, tu es peut-être l'une des figures de ce basket féminin qui commence à se développer. Et ce qui est assez cool, c'est que tu traites les filles de la même façon que les garçons, ce qui n'est pas toujours fait, par exemple, si on peut comparer avec le foot. Est-ce que ça te vient naturellement de parler des filles aussi bien que les garçons, en tout cas? Le truc, c'est que moi, quand j'ai commencé à commenter du basket, j'avais commenté mes tout premiers matchs, c'était des finales U17 et U18. Donc déjà, de base, j'avais commenté les garçons et les filles. Et après, les premières grosses responsabilités qu'on m'a données, c'est la Ligue féminine de basket qui me les a données, pas la LNB. Donc les premiers matchs que j'ai commentés, c'était des Bourges-Tarbes, des matchs de Roche-Vendée. Et moi, ça m'a plu, tu vois, en dehors du 3-3, c'était mon truc. Et ouais, aujourd'hui, je trouve que le basket féminin a toute sa place dans le paysage médiatique. Et j'essaye bien sûr d'en parler autant que le basket masculin. Même si c'est vrai qu'en ce moment, je travaille plus sur la Betclic Elite, sur la Pro B que le basket féminin. Dès que je vois une actu qui me parle, dès que j'ai envie de partager quelque chose sur une performance dingue d'Isabelle Yacoubou, une jeune pépite française qui monte, parce qu'on parle beaucoup des jeunes pépites françaises chez les gars, mais chez les filles, il y a des sacrées clientes aussi. Donc évidemment, moi, ça me parle et je pense qu'on n'est pas le seul, on n'est pas les seuls. Enfin, je suis pas le seul. Il y en a d'autres qui ont envie de parler de cette communication. Tu disais, je suis le visage. Je fais partie de ce petit paysage. Il y a Noé aussi de Daily Woman qui fait Daily, qu'on surnomme Daily, qui fait pas mal de reportages, qui fait pas mal d'inside avec les filles. Donc voilà, c'est un petit ensemble de choses. Du coup, justement, continuons sur les filles. Avec donc les filles qui sont déjà établies en équipe de France, on a Iliana Rupert, Laetitia Guapo, ce genre de joueur, et notamment la nouvelle génération, t'en parlais, une nouvelle pépite, avec Marine Fautoux, avec Pauline Astier. Est-ce que tu penses que l'équipe de France, avec cette échéance qui arrive à grands pas, dans un peu moins de 500 jours maintenant, aussi bien en 5-5 qu'en 3-3, est-ce qu'on a des chances de médaille, des chances de briller, de montrer de belles choses en tout cas? C'est ouf parce qu'on a quand même la chance d'être dans un pays qui vise l'or, quoi, dans la compétition de l'Europe. En fait, cette année, on va avoir une année, bien sûr, il y a la Coupe du Monde de rugby, mais moi, quand je te parle de basket, là, cette année, c'est Coupe du Monde chez les gars. Les gars ont l'ambition de gagner l'or. Peut-être Joel Embiid. Peut-être Joel Embiid. Et les filles, c'est pas une ambition, c'est vraiment c'est une motivation, et elles ont la dalle de l'or, tu vois, parce que depuis des années, elles prennent l'argent. Depuis des années, on est frustré parce qu'on voit ce talent qui est là, mais qui, dans la dernière passe, n'arrive pas à faire le petit match qu'il faut. Donc je pense que cette année, on a vraiment les cartes en main pour être championne d'Europe. Il y a un groupe qui est exceptionnel. Gabby Williams joue maintenant à Lyon, donc elle a vraiment ses repères, avec, même si elle l'avait déjà avec Marine Johannes et ces joueuses-là, c'est exceptionnel. On a le meilleur championnat en Europe. On a les meilleures joueuses en France. Pour moi, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas battre une Serbie, une Espagne, avec potentiellement une Isabelle Yacoubou qui pourrait revenir et donc apporter cette expérience et cette grinta. Non, moi je pense qu'on a toutes les qualités pour aller loin. L'expérience, la jeunesse et le talent. D'ailleurs, en parlant des Jeux Olympiques, c'est une expérience qui se vit qu'une fois, d'avoir des Jeux à la maison. Forcément, tu as un rêve de pouvoir en parler, de pouvoir en traiter en tant que journaliste. Tu commences déjà à t'y préparer ou pas? Là, on est quoi? On est en mars. On est en mars 2023. J'ai l'impression, les JO, c'est dans 3 mois, les gars. C'est un stress parce que on a envie d'y être, on a envie de vivre ça, mais en même temps, tu es obligé de te projeter à 1 an et demi, quoi. Parce que les places sont chères, et même si j'ai l'occasion de bosser avec France Télé cette année, avec France 3 sur le basket, c'est pas du tout acquis.
Et chaque jour que je me lève, en fait, il n'y a pas une journée où je pense pas au JO, tu vois. Il n'y a pas une journée parce que c'est mon défi, c'est mon objectif. Et donc, chaque chose que je fais, c'est pour arriver à cet objectif. Donc oui, on a envie d'y participer. Il y a des places différentes. Ça peut être du 3-3, ça peut être du 5-5, ça peut être les filles, les garçons, ça peut être bord terrain, ça peut être commentateur. Mais je veux être dans cet écosystème. C'est pas possible de rater ça. J'ai raté Tokyo dans ma tête. C'était une frustration, même si j'étais encore dans les débuts, même s'il y avait le Covid. J'avais ce côté compétition, tu vois, de vouloir y être. Là, si je rate Paris dans ma ville, avec l'équipe de France, avec vraiment le basket qui va être une discipline reine, je serais frustré. Est-ce qu'il y a une équipe que tu vas suivre en particulier pendant ces jeux, que ce soit garçon, fille, 3-3 ou 5-5? Tous sports confondus. Non, t'es dans le basket là? Une nation, alors du coup, un pays que j'aimerais suivre. Suivre la team USS, ça va être particulier. Je pense garçon et filles, ça va être spécial. En France, on n'a jamais couvert ça. Enfin, je crois que dans l'histoire, on n'a jamais eu des teams USA qui venaient à Paris. Ouais, avant les JO de Barcelone, avec Magic Johnson, etc. Donc oui, il y a eu ça. Moi, j'ai eu la chance, avant Londres 2012, le camp de l'équipe américaine de natation était venu à Vichy, qui est pas loin de chez mes grands-parents. Et du coup, j'avais assisté aux entraînements de Michael Phelps, de Cullen Jones. Et je vous assure que de vivre ça à Paris, quand ils vont venir en France, ça va être très, très spécial, hein. On était à Vichy, dans une piscine, certes de taille olympique, mais dans un petit coin de France. Et il y avait des médias de partout qui venaient, ça attirait des étrangers, toute l'Auvergne était à Vichy, tu vois. Il y a une masse, parce que le drapeau américain, dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose. Donc oui, il y a ça. Après, toutes les nations vont avoir leur histoire. Je pense qu'il va se passer quelque chose autour de l'Ukraine, évidemment, c'est un sujet géopolitique, mais il y aura un intérêt pendant ces Jeux autour de ça. Donc oui, après, toutes les équipes de France. On revient sur le championnat de France et on revient justement sur ce volet un peu pépite. Comme tu l'as dit, la France, peut-être la nation après les États-Unis qui forme le plus de joueurs de talent, de calibre NBA. Et est-ce que tu penses, on voit beaucoup de joueurs qui sont formés dans nos clubs français, mais il y a aussi beaucoup de joueurs qui n'hésitent pas à sauter le pas, à partir en Nouvelle-Zélande. On l'a vu avec plusieurs joueurs, avec eux notamment Hugo Besson récemment. On le voit des joueurs comme Kylian Hayes qui vont là du côté de Ulm avec. Donc, est-ce que tu penses que les équipes en France ont ce qu'il faut pour développer nos jeunes justement, ou est-ce que certains choix peuvent être légitimes en allant du côté de l'Allemagne, du côté de la G-League par exemple? Je pense que le talent est tel qu'en France, il n'y a pas un chemin, mais des chemins, quoi. Et il y a plein de joueurs qui choisissent des chemins différents, mais la vérité du terrain, en tout cas si tu parles de NBA et de prospects français qui rêvent d'aller dans la meilleure ligue du monde, ben, la vérité c'est que si tu n'as pas le talent, si t'as pas peu importe ton chemin, tu n'iras pas en NBA, quoi. Et donc, tu peux aller en Nouvelle-Zélande, tu peux aller chez les Breakers, qui a un super programme pour développer le basket américain, pour aller un super programme pour la NBA. Si tu n'as pas les qualités pour y aller, tu n'iras pas. Tu peux faire l'INSEP, tu peux faire un centre de formation en France. Si tu as les qualités, tu peux y aller aussi. Cholet a sorti plein de joueurs qui sont allés en NBA, qui ont en plus réussi à y aller, mais en plus qui sont restés. Kylian Hayes est passé par Cholet, effectivement, et allé en Allemagne. Et au final, il a réussi à trouver son spot en NBA. Donc, c'est des chemins qui te mènent vers là où tu veux aller, mais tu as toujours cette base quand même de formation à la française qui est riche et qui te permet quand même d'être une des clés pour te développer. Oui, après, c'est aussi des histoires de joueurs qui sont chez des agents et qui, donc, les agents te conseillent pour des chemins qui peuvent être les meilleurs pour toi. Je pense à Paco Mdadié, qui est moins connu aujourd'hui, mais qui a le même agent que Kylian Hayes. Et donc, Paco Mdadié, aujourd'hui, si tu regardes son chemin, c'est Betclic Elite, en tout cas en centre de formation, et Ulm, parce que c'est le club où est passé Kylian Hayes. Et donc, c'est des chemins qui se répètent et on tente d'emmener ces joueurs-là vers le plus haut niveau. Mais si ces joueurs-là n'ont pas les qualités, ils n'iront pas, en tout cas en NBA. En parlant de centre de formation, est-ce que tu trouves que c'est un joli symbole que Victor Wembanyama, qui est le prospect numéro 1 maintenant en NBA, soit passé au final et fait toute sa formation en France? Donc on rappelle à Nanterre, puis ensuite à l'Asvel 2 ans ou 1 an.
Nanterre Non, à l'Asvel, un an. 1 an, et désormais 1 an au Metz, 92. Parce que du coup, je trouve que c'est un joli symbole quand même de la formation française. Ah ouais, complètement. Bah tu vois, en termes de symbole d'un joueur qui reste en France, c'est parfait quoi pour l'exposition, pour notre championnat, pour lui aussi de vivre ça dans son pays et de capter ce qu'on n'a jamais capté en France, c'est-à-dire un prospect qui va être numéro 1 de la draft, de pouvoir le voir, de pouvoir le raconter sur une histoire française, c'est parfait. S'il était parti en G-League, s'il était parti en Nouvelle-Zélande, on aurait évidemment eu le même aura pour le joueur, mais pas pour son histoire personnelle. Et quand tu regardes ce qu'a vécu Tony Parker avec le PSG à l'époque, tu vois, c'est des images qui vont rester. On a envie de revoir du Evan Fournier avec un maillot de Nanterre, un Rudy Gobert avec le maillot de Cholet, tu vois, c'est des trucs. Et là, l'avantage, c'est qu'en plus, à l'ère des réseaux sociaux et à l'ère du numérique, en termes d'archives, on va en avoir plein de Victor Wembanyama et ça, c'est top. C'est top parce que quand on le racontera dans le passé, on dira bah il est passé dans le championnat français et en plus bah il a fait des beaux cartons. D'ailleurs, juste en parlant de ça, on a l'impression qu'il fait un peu un farewell tour même, que genre comme une tournée d'adieu, mais de la France en fait, avant de partir à NBA. Vas-y, je te laisse ça. Et justement, pour revenir, enfin, toi, étant donné que tu es commentateur sur le basket français, on voit que le basket français a eu un regain, enfin même pas un regain, un gain d'intérêt énorme grâce à Victor, mais surtout, maintenant on donne du crédit au basket français avec Victor, et aussi outre Victor, on se rend compte que c'est un basket de qualité, et c'est aussi un visage, enfin le visage Victor, c'est une bonne chose pour puber en fait le basket français et notre championnat, qui est un beau championnat en fait. Bah, exactement, et puis le contre-exemple de ça, même si Victor capte une audience incroyable et participe à cet essor-là, c'est que le meilleur taux de remplissage d'un match n'est pas un match de Victor Wembanyama, c'était à Nanterre, c'était Nanterre-Asvel. Donc tu te dis, évidemment Victor remplit les salles, mais le basket français est en train de progresser aussi sans forcément l'avoir dans une salle. Donc c'est hyper positif de se dire que l'engouement pour le basket français est là. On parlait de basket français, mais on peut parler aussi de basket français féminin ou au Rhenus dans une demi-finale de Coupe de France, une équipe de deuxième division qui est allée jusqu'en demi-finale a rempli une salle de basket masculin qui est le Rhenus à Strasbourg. Et elle recevait Basketland. Tu vois, c'est des trucs comme ça où tu te dis, ok, bah, le basket français est en train de prendre un tournant où on se dit, bah, basket masculin, basket féminin, il se passe quelque chose dans les salles, les gens regardent à la télé. C'est bon augure pour les JO aussi, quoi. Et, peut-être pour ça, on espère que les JO, grâce aux JO, ils vont pouvoir prendre un tremplin. Et d'ailleurs, tu parlais du match Nanterre-Asvel qui a été rempli. On avait d'ailleurs aussi noté ça, justement, où il y a eu 10 000 spectateurs pour Paris-Monaco. Il y en a eu 11 000 pour Paris-Asvel à Bercy. Et il y en a eu 16 000 pour Nanterre-Asvel à la Défense. Donc 3 grandes salles parisiennes quand même. Et 3 fois sans Victor Wembanyama. Donc c'est à noter quand même. On va passer à totalement autre chose. Tu t'es inspiré aussi de Margoton ou de Gilardi dans les commentaires. Pourtant, tu adores aussi les top 10, le côté street du basket. Comment tu as réussi à faire ce mix entre Margoton, Gilardi, le strict et le côté top 10 pour réussir à créer ton propre commentaire en fait? C'est une question compliquée ça. Je sais pas, après chacun, je pense que tu joues de ce que tu vois aussi, et ce que tu emmagasines comme expérience. Tu l'as dit avec le côté street, mais le côté aussi américain, le côté Margoton, le côté David Cosette aussi qu'on peut citer. C'est plein de choses que tu absorbes en fait, et après c'est ta personnalité qui attrape ça et qui en ressort quelque chose de différent. Donc c'est une question particulière parce que je ne saurais pas te dire ce vers quoi je suis allé le plus. J'ai essayé de piocher dans un petit peu les qualités de chacun et après retranscrire ce que moi j'ai toujours été, tu vois, passionné, essayer d'apporter du divertissement et puis de pas tricher en fait. Tu commentes un match, il n'y a pas une imitation à faire, du gadget à donner. C'est vraiment
ta propre émotion et après être capable d'apporter la bonne information au bon moment et une histoire de rythme à faire. Donc ouais, c'est une vaste question. Après, le commentaire d'un match de 5-5 n'est pas le même qu'en basket 3-3, tu vois. Donc, est-ce que tu es porté par une atmosphère dans les rues de Lyon avec un Open de France ou pas? Est-ce que tu es porté par des finales de LFB? Toutes les expériences sont différentes et tu les racontes différemment. Pour clore un peu ce volet-là, est-ce que, étant donné que tu sors il y a assez peu de temps d'une école de journalisme, tu as déjà fait pas mal de boulot, tu as déjà un beau CV bien rempli, est-ce que tu aurais des conseils pour des jeunes journalistes qui voudraient se lancer, et peut-être plus particulièrement dans le commentaire, qui ont sait un exercice assez particulier? Alors du coup, pour juste se lancer tout simplement, moi je dis que c'est pas parce que tu es encore en école que tu peux pas te lancer. Aujourd'hui, on a tellement de moyens pour s'exprimer que ne pas se lancer en école, pour moi, c'est déjà une erreur. En tout cas, évidemment, tu te lances avec l'école, mais il faut que tu fasses tes projets à côté parce que vraiment, on est trop nombreux pour pas. Enfin, c'est très compliqué de se démarquer aujourd'hui, hein. Donc, il faut faire des choses le plus tôt possible. Si dès le lycée, tu es passionné par du sport, du hockey par exemple, et que tu as ça à côté de chez toi, eh ben, tu prends ta caméra, tu prends un mégaphone, tu prends quelque chose, tu vas faire des interviews, tu t'habitues en fait à bosser et tu prends des réflexes que tu n'auras pas à reprendre derrière en école. En fait, pour moi le plus important, c'est d'essayer de prendre un maximum d'avance, d'emmagasiner de l'expérience pour dès le début de ton école avoir la capacité de montrer sur ton CV que tu as fait ça et de dire je peux être utile à ta rédaction en t'apportant quelque chose. Donc le principal conseil, c'est ça, de se lancer. C'est pas un conseil, mais d'être passionné, pour moi c'est une base, parce que si t'es pas passionné, tu travailleras pas, tout simplement. Les nombres d'heures que tu bosses, c'est incalculable, et donc tu peux pas faire ça à moitié. Sinon, tu n'y arriveras pas. Donc travail, passion, exigence, et voilà. Après, il faut croire en sa bonne étoile, oser, être culotté. Ça fait beaucoup de conseils. Après, pour le commentaire pur, c'est compliqué parce que vraiment, oui, évidemment, c'est bien de faire une école de journalisme parce qu'il y a quand même des bases à avoir dans un commentaire de match et dans tout ce qu'il y a autour. Mais c'est compliqué parce que tu commandes pas comme ça, on ne te donne pas ta chance. Moi, j'ai eu cette chance parce que c'est la Fédération française de basket qui a besoin d'un commentateur. Mais sans la Fédé, je sais pas comment j'aurais réussi à accéder à ce poste-là. Donc, exercez-vous, entraînez-vous, commentez dans votre chambre, prenez des bouts de match, commentez dessus. Tu vois, c'est des habitudes comme ça. Et puis après, même sur de la voix, sur du commentaire pur d'événements, tu le travailles, ce genre de choses. On va passer à totalement autre chose. On a fini, je pense, le basket français. On va partir sur un peu la NBA parce que nous, sur Showtime, on traite surtout beaucoup de NBA. Showtime. Exactement. Et forcément, on le sait tous, tu as une équipe favorite, les Celtics de Boston. T'inquiète, on a quelqu'un dans notre rédac qui est fan de Boston, mais il est pas là. Mais bon, il nous saoule un peu avec ça. Non. Non, t'inquiète, c'est pas lui. Lui, il est plutôt. En ce moment, il est plutôt arme à feu et tout ça. Jay Moran, tu vois. Ah oui, d'accord. Tu chasses le Grizzly, quoi. Voilà, c'est ça. Exactement. Non, du coup, tout simplement, qu'est-ce que tu penses cette année des Celtics et de Joe Mazzulla en particulier, qui est le nouveau coach, désormais head coach des Celtics? Écoute, j'ai eu très très peur l'été dernier, justement, quand il a pris ses fonctions, parce que je me suis dit, ça y est, on a trouvé le bon coach, on arrive en finale de NBA, on est à ça d'être peut-être champion. Et hop, une histoire extra-conjugale, un truc qui déborde et tous les dominos s'effondrent. Parce que tu sais, quand tu es fan d'une équipe, tu te dis, ça y est, tu dépends tellement de tes superstars qu'un truc comme ça, tu te dis, les stars étaient attachées à leur coach, elles vont vouloir partir. Jason Tatum, tu sais pas comment tu peux le garder éternellement. Donc pour l'instant, on les garde, Jaylen Brown, etc. Donc je suis je suis agréablement surpris par ce qu'il apporte dans le coaching. Je trouve que c'est une équipe qui est épanouie, qui a progressé encore par rapport à l'année dernière, qui a rajouté des joueurs type Malcolm Brogdon, de l'expérience autour de
Muscala, ce genre de joueurs qui peuvent aussi apporter offensivement. J'adore l'apport d'un Blake Griffin aussi dans le collectif, dans cette âme de vétéran, même si il a plus les qualités qu'il avait à l'époque. Mais ouais, moi je trouve que c'est une belle équipe, une belle franchise qui peut aller peut-être titiller un titre cette année. Moi j'y crois. Justement, pour arriver jusqu'au bout, déjà, faut passer tous les caps de sa conférence. Et on voit des équipes qui sont vraiment très costauds cette année. On passe aux Bucks, forcément. Il y a Philadelphie qui fait une très belle saison, le duo Harden et Embiid semble avoir trouvé un peu son rythme de croisière. On a derrière Cleveland un peu en embuscade, mais qui est une belle équipe qui joue un beau basket et qui est très sympa à voir jouer. Est-ce que tu penses que justement pour se hisser jusqu'en finale, est-ce que le chemin il est pas plus dur que l'année dernière quand même? Je pense pas. Je pense pas qu'il est plus dur que l'année dernière parce que moi, après, évidemment, quand tu vois le scénario de l'année dernière où Boston élimine Brooklyn, tu te dis, bon, Brooklyn n'était pas une grosse équipe finalement, mais le joueur qui me faisait le plus peur à l'Est, c'était Kevin Durant. Et maintenant que Kevin Durant n'est plus là, bah, mine de rien, ça élimine quand même un gros client quoi, pour moi, même si le collectif n'était pas là. Après, tu cites les Sixers, j'adore leur saison, j'adore ce que fait Joel Embiid. Mais James Harden et Joel Embiid, je les ai toujours pas vus dans une très très grande performance de playoff, c'est-à-dire hisser une équipe jusqu'en finale. Donc je suis curieux de voir ça, s'ils ont les capacités pour le faire très bien cette année. Mais pour moi, Boston est favori sur ce principe-là de l'expérience et des joueurs qui ont été capables d'osser leur niveau de jeu sur ça. Donc moi, si tu veux mon avis, l'équipe qui me fait le plus peur du coup, c'est Milwaukee. C'est Giannis, parce que Giannis, lui, en playoff, il a jamais niaisé, tu vois. C'est le gars qui a été capable de vraiment faire des très très grosses performances, d'écraser la concurrence. J'ai des souvenirs de séries terribles contre Boston où vraiment il était dominant et il le sera sans doute cet été. Donc voilà, pour moi la conférence Est, c'est Boston et Milwaukee. Donc, au final, ces dernières saisons, ben, la seule équipe à avoir été champion, c'était les Bucks. Donc, et puis le dernier champion à l'Est, c'est Milwaukee. Non, il y a les Raptors aussi, mais ils sont loin. Et après, il y a eu Cleveland. Ouais, il y a eu Cleveland en 2016. Donc voilà. Mais justement, du coup, tu parlais forcément de Yanis. Et est-ce que tu n'as pas l'inquiétude que, en fait, vous n'avez pas les armes, vous n'avez pas un joueur qui est capable de l'arrêter? Enfin, je dis pas de l'arrêter, mais du moins de réduire son apport. Bon, peu d'équipes l'ont, mais est-ce que c'est pas le cran qui vous manque pour vraiment être sûr de pouvoir arriver en finale? Le problème de Giannis, c'est que je sais pas qui est capable de le stopper, ce gars-là, tu vois. Embiid, ouais, peut-être. Après, je trouve que Boston a plus les armes que, tu vois, il y a 3-4 ans, quand on se faisait vraiment éteindre par Giannis. Un Robert Williams est un joueur qui peut faire vraiment ce genre de mission-là sur ce genre-là. Évidemment, Al Horford a toujours galéré contre Giannis, mais peut te faire des petites missions, on ne sait jamais s'il est capable de faire un bon match contre lui. Donc évidemment, la clé quand tu veux battre les Bucks, c'est pas Giannis, c'est stopper l'ensemble de l'équipe autour de Giannis. Je pense que Boston a les qualités parce qu'on a vraiment une équipe athlétique, défensive, pour justement faire ce taf-là. Donc, il faudra bosser sur les postes extérieurs, évidemment, pour stopper la concurrence à ces postes-là et limiter au maximum Giannis. Et petite question, juste comme pour savoir ton avis dessus. À l'Ouest, tu vois qui, du coup, entre les Nuggets? Je sais que c'est un casse-tête. Hein. Il y a les Nuggets, il y a les Suns avec KD maintenant. Il y a les Mavs... Il y a les Grises, toujours. Il y a Sacramento, bien sûr. Et il y a les Clippers. Il y a les Warriors, champions en titre. C'est vraiment un casse-tête, non? Pour en sortir un en finale. Ouais, justement, je pense qu'on aura une surprise, quoi. Ça montre bien que l'Ouest, quoi qu'il arrive, tu auras une surprise. Peu importe, j'ai l'impression, le finaliste de l'Ouest cette année, t'as pas l'équipe taillée pour aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive, quoi. En fait, j'ai des doutes sur toutes les équipes. Tu vois, mais j'ai aussi des convictions sur toutes les équipes. Moi, mon cœur me donne envie de voir ou Dallas ou Denver parce que j'ai envie de voir un Nikola Jokic ou un Luka Doncic aller en finale. J'ai envie de voir ces deux gars-là en finale. Tu vois, donc c'est le cœur qui parle et aussi le côté, depuis tant d'années, Nikola Jokic, il bosse chaque saison et c'est un petit peu comme Embiid, tu vois pas le bout, quoi. Tu te dis, il y a un moment, il va falloir y aller, quoi. Donc voilà, après, Phoenix a des qualités, mais est-ce que Kevin Durant aura le physique pour tenir? On se pose des questions. Hein. Déjà l'année dernière, c'était compliqué. Là, cette année,
petit échauffement, hop, ça glisse, il se répète. Donc voilà, pour moi, il n'y a pas de favori, mais si tu me demandes celle que j'ai envie de voir en finale, ou Dallas ou Denver. On finit par notre dernière chronique, alors on l'appelle le 2-minute warning. C'est un peu un hommage à la base pour la NFL, mais ça peut aussi marcher en soi pour le basket, parce que c'est les 2 minutes décisives. Ouais, c'est ça. On aurait pu l'appeler le Dame Lillard time aussi. C'est le Dame time, exactement. Mike James time. Ouais, aussi, ouais, ça marche pour la NBA. Eli Okobo a été plus clutch que... C'est ça. Il met des gros tirs. Ouais, en finale, le match 5, il était assez incroyable. Donc c'est un peu une question, tu as 2 choix et tu nous réponds. Alors, interview bord terrain ou commentaire de match? Zéro hésitation, commentaire de match. Paris Basket ou Nanterre? Waouh, est-ce que j'ai envie de te répondre les deux selon les paramètres, tu vois, il y a plein de... La formation, c'est Nanterre 100 fois, tu vois, la communication, je préfère celle de Paris aujourd'hui. Sur le sportif, compliqué, tu vois. Ah, quelle équipe? Waouh, je vais prendre Paris pour dunker avec Kamagaté et Bégarin. Fameux Kamagaté. Celui-là, on l'aime bien quand on va voir les matchs. France-Espagne ou Celtic-Lakers? Je sais que ça n'a pas grand-chose à voir, mais... ouais, pourquoi pas, ou à voir, à commenter ou à voir. Qu'est-ce que tu préférais? Ou à vivre, ouais. France-Espagne ou Celtics-Lakers? À vivre? Ouais. Ça dépend dans quel moment, tu vois. Si c'est saison régulière, Celtics-Lakers. Les finales. Finale, genre finale JO. Match pour le titre, ouais. Finale de JO, finale match 7. NBA. France-Espagne quand même. Si je peux le commenter, je vais pas te mentir, c'est quelque chose, quoi. Après, si tu me dis match 7, Celtics-Lakers sur le TD Garden avec un casque, je serais peut-être tenté quand même. Je prends au commentaire des deux, ça c'est sûr. Champion cette année, Monaco ou Asvel? Monaco, ils n'ont pas le choix. Champion NBA cette année. Celtics ou Suns ou peut-être un autre à l'ouest. The Boston Celtics. Ok, on aime le fan qui parle. Champion pour la prochaine Coupe du Monde. France ou États-Unis? Waouh. Déjà, si on est en finale, attention. Hein. Déjà, en finale, on va retenir notre souffle. Est-ce qu'on est capable d'être champion du monde? Je pense que si on affronte les États-Unis, ce ne sera pas en finale. Je pense qu'il faudra les battre avant. Ou alors quelqu'un les batte avant, mais je pense que ça ne sera pas France-États-Unis, la finale de la Coupe du Monde. Donc, France, championne du monde. Je rêve de voir ça. Avec Joel Embiid, bien sûr. Retour aux Celtics. Le duo Pierce-Garnett ou Tatum et Brown? Tu m'as dit Brown, hein? Ouais. J'ai entendu Tatum et Hayward. Non. Pierce Garnett parce que c'est mon premier amour, même si c'était pas lui, c'était pas eux mes joueurs préférés, c'était Rajon Rondo. C'est Kendrick Perkins aussi dans l'équipe, c'était incroyable. Donc Kevin Garnett, Paul Pierce pour les émotions des origines, quoi. On va aller niveau rétro. Bill Russell ou Karim? Bill Russell, sans hésitation aucune. Ton GOAT, LeBron ou Jordan? Michael Jordan. C'est une question que je change souvent d'avis, à vrai dire, parce qu'il y a tellement d'arguments des deux côtés, mais Michael Jordan. On a tous ce débat de Jordan ou LeBron et on a tous ces questionnements. C'est vraiment... J'ai quand même envie d'attendre la fin de carrière de LeBron, parce que en fait, c'est l'actuelle période de LeBron, là, je trouve que sa legacy en prend un coup à chaque fois, même si... Il vit quand même des périodes difficiles et c'est vrai que même si on a vu Michael Jordan finir sur des saisons un peu glauques aux Wizards, là je trouve que la fin de carrière est pas si charmante que ça, tu vois. Je trouve. Je suis sur ma fin, mais il peut me plaire. Hein. Moi, tu vois, je rêve, évidemment, c'est utopique, mais d'un retour à Cleveland et d'un nouveau titre. Un retour à Cleveland et un nouveau titre. Tu le veux pas aux Celtics par hasard? Non, je ne le veux pas aux Celtics. Son fils peut-être. Non, parce que c'est ça le problème, tu récupères les deux restants. C'est chiant. Retour en France, du coup, Nadir Rifi ou Mike James? J'adore Nadir Rifi, donc ça sera Nadir Rifi. On continue avec les Français, oui, on peut le dire. Hein, les pivots, peut-être le futur pivot de l'équipe de France, Victor Wembanyama ou Joel Embiid. Entre les deux, ça dépend. Pour le mondial, là, pour la Coupe du Monde. Toi, ce que tu kiffes en tout cas. Ah, le joueur que je kiffe?
Ah, Victor Wembanyama. J'ai toujours eu un peu de mal avec Joel Embiid, moi. Pour le mondial, si je dois faire une sélection entre les deux. Ah, pour moi, il faut mettre les deux sur le terrain, si c'est possible. En tout cas, poste 4, Wembanyama, poste 5, Embiid. Rudy en sortie de banc, je pense que ça serait le mieux parce que en fait, Wembanyama, sous le cercle, c'est un super contreur aussi et Joel aussi. Et je pense que après Vincent Collet serait capable, s'il avait Joel Embiid et Gobert, de les faire jouer ensemble. Je trouve que ça a vachement bien marché sur des séquences Fall, Gobert au JO. Donc je pense qu'il peut faire ce genre de choses, d'autant qu'Embiid peut s'écarter. Mais oui, à choisir poste 4 Wembanyama et Embiid en 5. Clairement, on peut clairement dire qu'on a la meilleure raquette du monde si c'est le cas. Parce qu'on a le triple meilleur défenseur de la ligue, le futur numéro 1 de la draft et peut-être le MVP de la ligue. Donc c'est quand même à marquer. Même sans Embiid, on a la meilleure raquette du monde. Ouais, c'est sûr. Aussi. Champion du monde 3-3 ou 5-5 garçon et après on... Champion du monde 5-5 ou 3-3 ? Ouais. À choisir entre les deux ? Chez les garçons déjà. Après, c'est terrible à dire, mais pour l'instant, le 3-3 n'a pas cette valeur qu'a un titre de 5-5, tout simplement parce qu'il y a plus d'équipes en 5-5, il y a plus de qualité dans toutes les équipes aussi adverses que le 3-3. Il y a vraiment des nations qui sont dominantes, donc évidemment, je préfère un titre de 5-5 pour l'instant. Chez les garçons et chez les filles, pareil. Ouais, bah oui, puisque chez les filles, le truc, c'est que pour moi, hein, être champion du monde chez les filles, c'est plus dur que chez les garçons, de par la qualité de l'équipe américaine. Pour moi, la qualité de l'équipe des États-Unis, c'est comme si on était dans les années 90, tu vois. Avec la domination de la Team USA, on n'a pas encore on n'est pas encore capable d'aller à ce niveau-là, pour moi. On continue chez les filles. Gabby Williams ou Marine Johannes? Gabby Williams, parce que c'est une personnalité vraiment à part. Iliana Rupert ou Laetitia Guapo? Je sais que t'aimes beaucoup les deux, donc c'est très difficile là. Écoute, je vais me faire une ennemie là. Je vais me faire une ennemie. Je t'aime Laetitia, mais je vais choisir Iliana parce que je suis sa carrière depuis le début. Depuis le tout début, je suis Iliana, donc INSEP, Bourges. Son père, son frère que je connais, sa mère, c'est plus le journaliste qui parle. Donc l'histoire de Iliana me touche particulièrement. Pauline Nasty ou Marine Fotou? Marine Fotoux. T'inquiète. Pauline Nasty ou Marine Fotoux, je vais te répondre la même chose qu'avec Iliana Rupert. C'est la même génération. Génération 2001 que je suis depuis le début. Marine Fotoux, je connais son père, son frère, sa mère. Son histoire aussi. J'ai commenté ses premiers matchs à Tarbes. Et puis j'ai une relation amicale avec Marine, donc je vais choisir Marine. Ton favori pour l'Euroleague, l'Olympiakos ou le Real? Monaco. On a pris les deux premiers. Ouais, t'as bien fait. Real Madrid. Par la qualité de cet effectif, par la qualité de ses joueurs, la densité physique. Gershon Yabusele, un des meilleurs postes 4 d'Euroleague. Même le côté Cocorico me plaît. Et le Real, c'est comme au football. Le Real, ils sont vraiment dangereux dans les moments où ça compte. Donc voilà. Même si j'adore ce que fait l'Olympiakos cette année, Real favori. Champion du monde ou champion olympique? Champion olympique. Gagner sur un gros blowout où t'exposes ton adversaire ou un buzzer beater en fin de match? Il y a un débat là-dessus. Après le blowout, tu peux te dire t'es tranquille. J'ai commenté la finale pas de l'Euroleague, de l'Eurocup la saison dernière avec Bourges, qui remporte ce titre à domicile contre Venise. Et c'était un blowout, c'était génial. Mais le match, il y avait une équipe sur le terrain, les autres, elles étaient déjà au vestiaire à la mi-temps. Donc non, j'aurais préféré que ça gagne sur un buzzer. Ton MVP pour cette année, Joel Embiid ou Jokic? Jason Tatum. Non, je plaisante. Au début de saison. Nikola Jokic. Embiid à moins. Le truc, c'est qu'on est en ce moment. Donc oui, Embiid est plus fort en ce moment, mais attendons de voir la fin de saison si l'une ou l'autre équipe est devant, peut-être. Attendons de voir qui est premier de sa conférence. Si Philly continue comme ça, évidemment, Embiid, là, il va falloir lui donner, hein, c'est sûr. Si les deux sont premiers. Si les deux sont premiers, j'avoue que si les Sixers sont premiers de l'Est, quand même, il y a un moyen de lui donner parce que
la rivalité avec Boston, avec Milwaukee pour finir premier à l'Est, c'est pas facile. Alors que l'Ouest est un peu plus ouvert, je trouve, pour finir premier. Donc, allez, Joël, vas-y. Allez, avant-dernière question. All-Star Game LNB ou All-Star Game NBA? Juste avant de répondre à cette question, je suis en train de me dire si on a Joel Embiid MVP de la NBA et Wembanyama MVP de la Betclic Elite, ça va être un petit bazar. Redis-moi la question. All-Star Game LNB ou NBA? Franchement, LNB. Ouais, je pense aussi. Franchement. NBA. Ouais, on s'emmerde un peu, ouais, ces derniers ans. Je prends moins de plaisir à regarder. Et ces derniers temps, ces 2 dernières années, je me suis pas réveillé pour les concours. Ce que je faisais avant tous les samedis, je regardais pas le match des étoiles, mais je regardais toujours le samedi le concours de dunk, le concours à 3 points. Là, ça fait 2 ans que je me réveille pas, donc la NBA, faut que tu te réveilles. Et dernière question, un 3 points pour la win ou un gros contre pour la win? Ah là, Nicolas Batum, bien sûr. Exact. Sur le sur Prepelic. Le compte de Prepelic, sur Prepelic, c'était fou. Non, le tir à 3 points quand même. Si tu fais gagner ton équipe sur un tir au buzzer, c'est toujours plus beau, quoi. Pour moi, c'est la plus belle action qu'on peut commenter au basket. J'en ai commenté une, c'était en Trophée Coupe de France l'année dernière. Je peux vous dire, dès que j'ai un moment de bad, je me la regarde. Donc c'est sûr, c'est ça. Ok, ben merci à toi de nous avoir répondu. C'était super sympa. Merci à toi d'avoir répondu surtout à l'invitation. Et puis on se retrouve bientôt pour Showtime. On espère te croiser plus tard dans d'autres événements et dans le basket. Et bonne continuation surtout. Et on espère pour toi que tu pourras continuer aux Jeux Olympiques. La même, j'ai rien d'autre à dire. Showtime.